en parler. Cet avion extraordinaire, mais c'est le plus bel avion qui ait jamais volé, et ça c'est non seulement une évidence quand on a la chance d'en voir un et de l'entendre, mais on le sait, c'est aussi une évidence technique parce que ce qu'on ne voit pas de l'avion, ce qu'il y a à l'intérieur de l'avion, c'est tout aussi magnifique que ce qu'on voit de l'avion à l'extérieur. Les dessins des ailes de l'avion en particulier, le son de l'avion avec un moteur Rolls-Royce 12 cylindres en V. Un moteur, c'est sans doute le moteur qui a le son le plus sexy jamais inventé pour un avion. Il a été dessiné en 1934 par un bureau d'études où ils étaient 5 personnes, pas plus. C'est minuscule. Et le patron du bureau d'études était un ingénieur britannique qui fumait la pipe, bien sûr, qui portait des vestons de tweed et qui s'appelait Reginald Mitchell et qui était en train de mourir d'un cancer incurable. Dans un Spitfire, d'abord vous êtes conscient du fait que c'est un privilège parce que dans le monde entier aujourd'hui il reste quand même 35 Spitfire qui volent à peu près, simplement parce que c'est devenu l'avion de collection le plus recherché de tous les collectionneurs du monde entier, quelle que soit leur nationalité. Les Spitfire pendant la dernière guerre mondiale. Regardez ce truc qui monte au ciel comme un cierge, on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. On monte sur l'aile, le capot latéral du cockpit est rabattu et on peut se glisser à l'intérieur, mais on s'y glisse un peu comme on glisse le noyau dans l'olive. C'est pas un avion pour américains hypertrophiés, c'est véritablement un avion où quand on se met à bord, on respire un bon coup et on creuse les joues parce qu'on a l'impression qu'on est quand même, encore une fois, c'est le pépin dans le réseau. On referme le petit capot latéral et on se rend compte que si on a un casque sur la tête et on se rend compte que quand on va fermer la grille vitrée au-dessus de la tête, elle va être tellement proche de votre crâne que vous avez l'impression que c'est un autre casque, tellement là-dedans c'est petit. Vous avez les épaules qui touchent les rails latéraux de la verrière. On est vraiment, encore une fois, là-dedans, on est comme le bébé dans le ventre de sa maman. Quand on regarde les tableaux de bord, on se dit, ça y est, catastrophe, c'est anglais. Ils ont pris des instruments, ils les ont jetés au hasard et ils les ont boulonnés là où ils sont tombés, tellement vous avez l'impression que c'est hors de toute logique, sinon anglaise. Et puis, vous faites les gestes qu'on vous a appris à faire pour mettre en route. Moi, quand j'ai mis en route, la première chose que j'ai ressentie, c'est l'odeur de cochon grillé. Parce qu'à la mise en route, malheureusement, j'avais penché la tête un peu à gauche et les flammes qui jaillissent des pots d'échappement à la mise en route étaient venues me griller quelques sourcils. Les flammes, elles sont à 3,50 m devant vous. Hein. Il y a... C'est un moteur à explosion qu'il y a devant. Et puis finalement, ça se met en route et vous êtes terrifié par le bruit produit par le moteur. Vous avez l'impression qu'à certains régimes ralentis, il y a une bande de nains furieux camouflés à l'intérieur du moteur qui essayent de démolir le moteur à coups de masse métallique. Ça, c'est le bruit à certains régimes. Puis après, vous avancez un peu la manette des gaz et d'un seul coup, c'est la remise. Et à partir de là commence, c'est étonnant, une relation
entre un être vivant et une machine. Vous avez plus du tout l'impression que vous pilotez une machine, que c'est un avion. C'est une extension de vous. Ce truc, cette machinerie, avec des poulies devant, et il leur donnait confiance. Ces jeunes gens, en même temps que cette bataille d'Angleterre s'est déroulée, juste avant s'était déroulée la bataille de France. Les aviateurs français avaient